On revient maintenant donc, au chapitre de géométrie différentielle sur les trajectoires en relativité, maintenant qu'on a vu la définition d'une métrique de Lorentz sur un espace vectoriel. Eh bien, considérons une variété M quelconque et supposons que pour tout point x de la variété, eh bien, sur l'espace tangent Txm, il y a une métrique de Lorentz. Ça veut dire que c'est une métrique sur les vecteurs tangents à la variété m au point x, et ce en tout point x. Donc c'est une famille de métriques de Lorentz. Eh bien, si il existe comme ça une famille de métriques de Lorentz, c'est ce qu'on appelle un champ de métriques, ou tout simplement une métrique, on dira que la variété est une variété de Lorentz, ou une variété lorentzienne, de dimension n. En relativité, donc, Einstein a proposé de modéliser l'espace-temps comme étant une variété de Lorentz de dimension 4, 3 plus 1. Alors on va voir le sens physique de cela. Avant, il faut se rappeler qu'en géométrie riemannienne, c'est-à-dire avec des métriques euclidiennes, on avait été capable de définir la longueur d'une courbe en utilisant donc une métrique euclidienne. Revoyons cette définition. Donc, rappelons-nous que lorsqu'on a une variété riemannienne, une variété munie d'une métrique euclidienne en chaque point de l'espace tangent, eh bien, si on a une courbe arbitraire, paramétrée, eh bien, sa longueur mesurée par la métrique est définie de la façon suivante, c'est-à-dire que en tout point, on regarde le vecteur tangent, le vecteur vitesse, on prend sa norme pour la métrique et on intègre cette norme le long de la courbe. Et le nombre qu'on obtient, c'est ce qu'on avait appelé la longueur, et on avait observé que cette longueur est indépendante de la paramétrisation. Et une petite remarque, c'est que la norme du vecteur vitesse, c'est la racine carrée du produit scalaire du vecteur vitesse avec lui-même. Alors revenons au cas de la relativité. On n'a pas un produit scalaire euclidien sur les espaces tangents, mais des produits scalaires lorentziens. Mais voici ce qui se passe. Eh bien, alors tout d'abord, quelques points de vocabulaire. Un point de l'espace-temps quelconque s'appelle un événement. On a vu pourquoi tout à l'heure. Par exemple, ici, ce point, c'était l'événement qui était la rencontre entre les deux particules rouges et vertes. Maintenant, si vous prenez une courbe paramétrée quelconque sur l'espace-temps, et si cette courbe est telle que le vecteur tangent, donc d gamma sur ds en tout point, est de type temps, eh bien on appellera cette courbe une ligne d'univers. Par exemple, sur ce schéma, les deux courbes rouges et vertes sont des lignes d'univers parce que vous voyez les vecteurs vitesse, si on les compare au cône ici, les vecteurs vitesse sont de type temps. Donc par hypothèse, ça veut dire que le produit scalaire du vecteur vitesse avec lui-même est strictement positif. Donc on peut prendre sa racine carrée et l'intégrer le long de la courbe paramétrée, entre le début et la fin de la courbe. Et ce que l'on obtient, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la longueur temporelle de la courbe. Plus précisément, on va appeler ça le temps propre écoulé le long de cette courbe. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que ça ne dépend pas du paramétrage, donc c'est géométrique. Et ça correspond à quoi? Eh bien, par exemple, pour cette particule rouge là qui a vécu entre un instant du passé jusqu'à un instant du futur, ce sera le temps écoulé pour cette particule, le temps qu'elle a ressenti personnellement. Et pareil, on peut parler du temps propre le long de cette courbe verte entre ce point de départ et ce point d'arrivée le long de la courbe par rapport au champ de métrique de Lorentz. Donc voici cette première définition qui est importante, qu'on appelle le temps propre d'une courbe. On pourrait maintenant de la même façon considérer des courbes paramétrées qui ne sont pas de type temps, mais plutôt de type espace. Ça veut dire que le vecteur vitesse en tout point est un vecteur de type espace. Donc rappelez-vous ce que ça signifie, si on se rappelle ici, ça veut dire que le vecteur vitesse en tout point est comme ce vecteur vert, à l'extérieur du cône. Donc ce sera plutôt des courbes qui ont des aspects comme ça horizontaux dans les schémas espace-temps. Et bien pour une telle courbe
que l'on appelle une ligne de type espace, eh bien, on peut rappeler, donc par définition, le produit scalaire du vecteur vitesse avec lui-même est strictement négatif. Et donc, si on prend un signe moins, c'est strictement positif. On peut alors prendre la racine carrée. Et lorsqu'on intègre, entre le début et la fin, ça ne dépend pas du paramétrage, c'est quelque chose de géométrique. Et c'est ce qu'on va appeler la longueur propre de la courbe. Alors c'est voilà, une première remarque de ce que nous donne ce cadre géométrique de la relativité. Et une dernière remarque, c'est qu'on pourrait considérer finalement des courbes paramétrées de type lumière. Ça signifie que les vecteurs tangents en tout point de la courbe sont de type lumière. Donc si on revient à la définition, ici, ça veut dire que les vecteurs tangents de cette courbe de type lumière sont tangents au cône de lumière. Donc ce sera des courbes, vous voyez, qui vont en dimension 2. Ces courbes-là, elles sont déterminées, elles doivent suivre comme ça, elles sont tangents au cône de lumière. Donc il n'y a que ces diagonales qui peuvent être possibles. En dimension plus grande, elles peuvent serpenter tangentiellement au cône, comme ça. Voilà. Alors on verra que ça modélise des trajectoires de particules lumineuses dans l'espace-temps. Eh bien, voilà. Donc pour ces courbes de type lumière, le produit scalaire du vecteur vitesse avec lui-même est égal à 0, et donc l'intégrale est égale à 0. Donc cette notion de longueur n'a pas d'intérêt. Donc si on considère en un point de l'espace-temps l'espace tangent, qui possède la métrique de Lorentz, eh bien on peut considérer si on considère une base orthonormée, on avait défini, c'était une base telle que ce sont des vecteurs unitaires et orthogonaux entre eux, eh bien en physique, une telle base orthonormée s'appelle un référentiel. Rappelez-vous que E0 est dans la direction temporelle et E1 jusqu'à En sont dans les directions spatiales. Et un vecteur tangent quelconque, U, se décompose donc dans cette base avec des composantes réelles. U0 est la composante temporelle et les UI U1 jusqu'à UN-1 sont les composantes spatiales, qu'on va souvent noter avec U avec une flèche pour les composantes spatiales. Eh bien, remarquez une chose, c'est que les composantes spatiales divisées par les composantes temporelles, c'est comme un taux d'accroissement, vous voyez. C'est en fait rien d'autre qu'une vitesse, parce que c'est le déplacement spatial divisé par le temps qu'il faut. Donc c'est bien une vitesse en mètres par seconde. Eh bien, on l'interprétera, ce vecteur V avec une flèche, comme le vecteur vitesse associé, mesuré dans ce référentiel. Alors justement, c'est le moment de parler des unités utilisées. Eh bien, ce vecteur tangent, si on regarde ses composantes, eh bien en général, si on met des unités, ces unités seront en mètres. Donc UI pour le déplacement spatial est en mètres, mais U0 aussi. Mais très souvent, dans les livres de physique, U0, on l'écrit comme C fois UT. Donc, si on divise U0 par C, UT, ce sera la même chose, c'est U0 divisé par C, et C, c'est la vitesse de la lumière, en mètres par seconde. Autrement dit, U0 est en mètres, C est en mètres par seconde, donc UT est en secondes. Voilà, et donc si on applique cette convention au vecteur V ici défini ci-dessus, donc ici le vecteur V est sans dimension, mais si on le multiplie par C, ça nous donne un vecteur vitesse qui est en mètres par seconde. Voilà, tout ça pour dire que en fait la vitesse ici correspond bien sûr aux composantes spatiales divisées par les composantes temporelles, mais qu'en général, lorsque le rapport est égal à 1, ça correspond à la vitesse de la lumière. Et pour avoir des objets qui vont moins vite que la vitesse de la lumière, il faut que la vitesse V soit plus petite que 1, autrement dit que les composantes spatiales soient plus petites que la composante temporelle. C'est donc être
avoir des vecteurs de type temps qui sont à l'intérieur du cône de lumière. Et lorsqu'on veut travailler avec des unités physiques, eh bien, il faut multiplier par la vitesse de la lumière pour avoir des unités, par exemple en mètres par seconde. Mais il est important de savoir qu'en physique, en fait, lorsqu'on traite un problème physique, au départ, il y a des unités, mais pour faire des calculs, on enlève les unités pour avoir des équations sans dimension. Et à la fin, on remet les unités pour avoir des résultats, pour interpréter les résultats par rapport aux expériences. Une autre remarque, c'est que ce coefficient C, qu'on appelle la vitesse de la lumière, a été fixé arbitrairement en métrologie, donc en théorie des unités, en physique. Et depuis 1983, sa valeur précise est cette valeur-là. Et donc, la vitesse de la lumière, comme on l'a dit, relie la distance avec le temps, parce qu'en théorie de la relativité, il n'y a pas de différence, on est sur une variété, espace-temps. Et donc, cette constante relie les unités, le mètre à l'unité seconde. Or, il y a une autre définition de la seconde, à partir de... Donc, si on va sur la page Wikipédia, voilà, la seconde est définie à partir d'horloges atomiques, des mesures, voilà, par définition la seconde, c'est la durée de ce nombre de 9 milliards et quelque chose de cycles d'oscillation d'un atome de césium dans certaines conditions. Donc ça définit la seconde, et cette constante de la lumière, cette vitesse de la lumière définit donc le mètre à partir de la seconde. Une dernière remarque, c'est qu'on a parlé de temps propre, donc qui sera en seconde, c'est le temps, la longueur temporelle d'une courbe. La longueur spatiale d'une courbe sera en mètres. Et, pardon, c'est ici, la longueur temporelle d'une courbe est en seconde. La longueur spatiale d'une courbe de type espace est en mètres. Et pour les courbes de type lumière, eh bien, la longueur est nulle. Et on peut dire autrement que la notion de temps ou de distance n'existe plus pour la lumière. Donc, si vous étiez un grain de lumière, vous pourriez traverser l'univers de façon instantanée. Et trouver que l'univers n'a aucune extension, aucune distance non plus. C'est un peu curieux, mais c'est comme ça.